l'esprit local. Hélène FM. Une fois n'est pas coutume, nous allons retrouver les anciennes traditions du 15e, 16e, 17e, 18e siècle grâce à un artiste qui est là ce soir, tout en musique et aussi en histoire. Et notre invité de ce soir, c'est tout simplement un invité de marque, Henri Lasserre. Bonsoir. Bonsoir, je ne sais pas de quelle marque, mais bon. et du 12e et 13e siècle plutôt. Voilà. Vous allez bien? Bon, écoutez, on peut aller. Il fait chaud chez vous. Il fait chaud, hein, je sais. Oui, c'est dur pour les instruments et dur pour les musiciens. Alors donc, ce soir, on va retrouver un petit peu toutes les musiques, les grandes traditions, les musiques médiévales grâce à vous. Alors avant, bien sûr, de présenter les instruments que vous avez amenés ce soir, expliquez-nous un petit peu comment est venue cette passion de devenir musicien par rapport à la musique que vous faites. Alors, bon, j'étais musicien avant de formation et j'ai une formation d'instrumentiste et de musicologue. Et j'avais étudié avec Jean Maillard, qui est un grand spécialiste, et aujourd'hui décédé hélas, de la musique médiévale. Et petit à petit, j'ai abandonné la clarinette basse qui était mon instrument, et je me suis intéressé parce que j'ai dû diriger une chorale médiévale, tout simplement, c'est le hasard. Et la flûte m'a passionné parce que c'est le contact direct avec le bois. C'est un instrument qui a échappé à tous les progrès techniques. La clarinette, la flûte traversière ont été profondément modifiées. La flûte à bec est restée très pure, très sobre, et en même temps elle offre des possibilités absolument extraordinaires. Si on joue avec le talon, on peut descendre avec une flûte par exemple en fa, on peut descendre jusqu'au mi. On arrive à grimper beaucoup plus haut que la flûte traversière. Et en cela, c'est un instrument absolument stupéfiant. Ça dépend aussi du réglage et du calibrage des instruments. Donc les facteurs, hein, ce sont ceux qui travaillent sur les instruments, ont fait énormément de progrès, mais ils se réfèrent toujours à des instruments d'époque, à des plans d'instruments d'époque. Alors je vous parlais d'époque tout à l'heure, effectivement c'est pas le Moyen-Âge. La flûte à bec, c'est comme tout avec le Moyen-Âge, c'est un instrument typiquement médiéval qui a existé à toutes les époques sauf au Moyen-Âge. D'accord. C'est l'éternel problème avec le Moyen-Âge, c'est d'arriver à prouver l'existence des instruments. Je vous raconterai une petite anecdote à ce sujet-là. Alors donc la flûte à bec est un instrument extrêmement perfectionné en fait et extrêmement simple en même temps. Extrêmement simple parce qu'on voit son aspect, c'est que du bois, il n'y a pas de clétage, il n'y a rien pour aider le musicien. Extrêmement perfectionné parce que ça nécessite des connaissances en physique qui étaient absolument extraordinaires. Ça montre à quel point les gens du Moyen-Âge avaient, et peut-être même d'avant, puisqu'on retrouve des flûtes. Alors quand je dis à bec, je préfère dire à sifflet finalement. D'ailleurs on dit recorder en anglais, parce que c'est ce système de sifflet qui conduit l'air. Ici, voilà. Presque dommage, j'aurais presque pu vous en démonter une. Et là, il y a un conduit qui emmène l'air jusqu'à un angle, un biseau. Dans la flûte, il y a évidemment un air normal, une pression résiduelle. Nous, par le souffle, on dose un souffle très peu important en fait. Il ne faut surtout pas souffler fort, avec un air chaud. Et c'est le résultat entre cet échange d'air, par le biseau, qu'on va obtenir ce son, qui est la flûte douce en fait. Jusqu'au XIIIe siècle, certains historiens disent qu'elle a complètement disparu, qu'elle n'a pas existé au Moyen-Âge. J'ai retrouvé des fresques et des traces de flûte à bec où on retrouve la technique de la flûte à bec. Il faudrait aller sur... je vous encourage à aller par mon site le-troubadour.com. Allez-y, hein. Oui. Et donc là, si vous allez dans la section médiévale,
j'explique un petit peu, j'ai un blog pour expliquer un petit peu et pour discuter avec d'autres musicologues aussi, hein, et qui me permet de communiquer des informations. On retrouve la trace donc de la flûte à bec sur des bas-reliefs. Ce sont nos livres d'histoire, hein. En matière médiévale, on analyse tout. Il y a quoi exactement? Alors, comme dans toute famille, alors il y a, bon, la dernière née, même si c'est la plus ancienne. Il y a alors la ténor. Alors, La ténor. voilà, c'est la maman. Voilà. Alors, instrument tout à fait intéressant, c'est une kobliček, du nom du facteur qui en a dessiné les plans. Et alors, elle est de la Renaissance. D'accord. Elle fait donc partie d'instruments et parmi les plus anciens. Je précise qu'il ne reste que 3 instruments du Moyen-Âge étant tellement piteux état qu'il est même impossible de reconstituer la facture. Même la reconstitution de la sonorité médiévale est impossible. Il faudrait connaître la façon dont on trempait le bois, il faudrait tellement de données et on ne les a pas. Hein. Peut-être qu'avec le temps, avec les recherches, bon, on fait un travail de fourmi pour arriver à rechercher les codex, on arrive petit à petit à faire des progrès, mais la recherche médiévale n'est pas terminée. Alors donc, ces instruments sont devenus les hautbois, les clarinettes, les bassons, et dans le domaine populaire, il y a la bombarde, qu'on retrouve en Bretagne, en Vendée aussi, et elles ont ensuite, on a eu l'idée, comme il faut beaucoup de souffle par contre, par rapport aux flûtes à bec, qui nécessitent un souffle très doux, là il faut beaucoup de puissance, une colonne d'air très forte. On a eu l'idée de les mettre sur un sac, tout ensemble, et on a fait cornemuse, cabrette, etc. Toutes ces familles d'instruments qu'on retrouve un peu partout. Alors, voilà, c'est tout simplement. La deuxième dont je voudrais parler, c'est qui était une véritable star. C'est Barbe de Verrue. Alors, Barbe de Verrue, c'est pas un nom très poétique. Barbe venait de barbare, l'étranger. Non pas barbare, là, c'était le fait, elle était certainement, comme beaucoup d'ailleurs de ces troubadours, de ces gens cultivés, elle était certainement des bâtards. Et les bâtards étaient très bien choyés, ils n'étaient pas rejetés, comme on peut le penser. On l'a vu par exemple avec les bâtards d'Henri IV, hein, il y a le duc de Vendôme, hein, tout simplement. Et donc, elle a été adoptée quand elle avait une trentaine d'années par le comte de Verrois, donc une très très grande famille. La famille dit Verrois en Italie est une très grande famille. Elle est née dans le Gardon, elle, et elle a voyagé, elle est allée donc à Verrois, en Italie du Sud, en Lombardie. Elle est remontée ensuite à Sion, en Suisse, parce qu'elle avait rencontré quelqu'un. Ça vie privée, on n'en parlera pas. Et elle nous explique que, bon, ma foi, elle se fait son portrait avec un sens de la dérision et de l'humour absolument extraordinaire. Hélas, 3 fois hélas, on n'a plus guère que des stances. Et bon, j'ai pu établir quand même, je vais reparler un petit peu des stances parce que pareil, elles sont magnifiques, elles sont dans cet même état d'esprit, ce qui m'a permis de vérifier la paternité en les traduisant. Et chose extraordinaire, elle ne les a pas écrites dans la même langue. Elle les a écrites en langue d'Oïl, en langue du Nord. Entre-temps, elle avait évolué, elle était partie dans le Nord, elle avait changé de langue. Elle, comme Marie de France, est partie de l'anglo-normand pour arriver à la cour du roi d'Angleterre. On avait donc une flexibilité extraordinaire. Voilà, donc c'est vrai qu'on a tout appris grâce à vous. Oui, il y a beaucoup de choses, hein, quand même, tout par cœur, hein, parce que je vois que vous n'avez aucune note avec vous, c'est vraiment tout par cœur. Hein. C'est incroyable. Comment vous faites? Il y a l'étude, hein. On passe beaucoup de temps à travailler.
On ne peut pas travailler avec un papier, d'abord parce qu'on ne sait pas. Dans une conférence où je fais beaucoup de stands, je fais beaucoup de directs finalement avec le public. Quand je suis avec le public, je ne sais pas où il va m'emmener. Jamais. Bien sûr. C'est le public qui décide. Je joue souvent un sketch médiéval D'accord. qui est Barbe de Verrue que je fais renaître. Mais c'est pareil, ce sketch, je me suis battu, je me bats contre les directeurs de théâtre pour ne pas avoir de lumière, ce qui n'est pas toujours facile, parce que je veux le contact direct. C'est le public qui va me dire de quoi je vais parler. Bon, j'aime beaucoup parler des femmes, c'est vrai. Mais c'est le public qui va diriger le débat. Donc effectivement, il faut que ce soit de la connaissance. Si j'arrive avec mes notes, que je lis mes notes, bon, j'ai fait des conférences. Mon amour des femmes et mes recherches sur les femmes, ma découverte des femmes, je les connaissais un peu avant quand même, hein, mais date d'une conférence que j'ai faite au musée des Cartes sur les femmes, justement, les femmes et la création. Cette conférence a duré des heures, c'était très long, c'était vraiment, et je me suis dit, on peut la faire autrement, on peut inclure, l'aspect conférence dans le spectacle, arriver et dire directement, voilà, j'aime. Et ce spectacle, on peut le faire en salle, on peut le faire à l'école, on peut le faire dans la rue. Par exemple, les stands, moi j'adore faire des stands, par exemple, dans la rue, on est, une municipalité vous demande, et on fait un stand et on discute avec les gens. On peut le faire chez des particuliers, c'est le cas de, bon, en maître de cérémonie, j'ai fait finalement, ou à Boyeur, médiéval, c'est une synthèse entre toutes ces fonctions que j'ai réalisées. Mais parce que, et là on parle, et je me suis aperçu au résultat que finalement les gens se rappelaient beaucoup mieux des informations quand j'en avais parlé directement ou si je l'avais lu, que le résultat de ce que j'ai dit est beaucoup plus important quand je parle par exemple d'Augusta Holmes et des femmes qui ont créé. Bon, si j'en parle comme ça, si je la cite entre autres, etc., bon, bah oui, nous avions beaucoup de compositeurs, dont Augusta Holmes, qui a écrit, etc., qui était très connu, qui était contemporain. Oui, voilà. Et par contre, si je refais vivre ces auteurs, si je refais vivre Augusta Holmes, qui était la fille naturelle de Sherlock Holmes, vous ne saviez peut-être pas, mais c'est une révélation que je vous fais. Donc était une grande aussi, c'était des dames extrêmement connues à cette époque. Merci beaucoup donc Henri Lasserre d'être venu ce soir dans le studio de LNFM. On vous souhaite une bonne continuation, on vous dit à très bientôt. Eh bien, je l'espère. Voilà, quant à moi, on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission Scène ouverte, une autre émission avec un autre style de musique. Et oui, une émission Scène ouverte, c'est tout style de musique. Et n'oubliez pas qu'on peut se retrouver, si vous le souhaitez, en allant sur le site www.lnfm.com et vous pouvez écouter l'émission, cette émission à partir de demain, à partir de 10h, pendant une semaine. Très bonne soirée à vous, très bon week-end et n'oubliez pas qu'on se retrouve vendredi prochain à partir de 20h. Au revoir.